Bonjour, dans le labo SPSS d'aujourd'hui, nous abordons les mesures de variation qui sont particulièrement appropriées lorsqu'on veut rendre compte de la façon dont les scores d'une distribution sont éparpillés, dispersés les uns des autres et par rapport à la tendance centrale qui est la moyenne ou la médiane, de telle sorte qu'il est possible de rendre compte de la variabilité d'un phénomène. En général, chaque fois qu'on s'intéresse à des phénomènes liés aux inégalités sociales, l'usage des mesures de variation s'avère particulièrement utile. Il en est ainsi de l'intervalle interquartile, de la variance, de l'écart type et du coefficient de variation. Aujourd'hui, on utilise SPSS pour faire calculer ces mesures de variation, mais aussi pour mesurer précisément la forme d'une distribution en termes d'asymétrie et de kurtose, représenter la forme d'une distribution à l'aide de l'histogramme de façon à ce que SPSS crée automatiquement des classes. Représenter également la forme d'une distribution à l'aide du diagramme en boîte et à moustache de façon à exclure des cas déviants, étant entendu que nous apprendrons à scinder un échantillon de façon à spécifier des analyses en lien à des groupes en particulier, étant entendu que des exercices pratiques aideront à atteindre ces objectifs. Intéressons-nous à la variable loyer, soit le coût mensuel défrayé par les étudiants pour le loyer. Alors, on peut peut-être commencer par vérifier la façon dont la variable est codée en cliquant sur utilitaire, variable. Alors, à gauche, vous avez la liste des variables et loyer ici. Donc, on se rend compte que loyer est une variable d'échelle, une variable quantitative, et par conséquent, elle se prête bien aux mesures de variation. La première procédure consiste à utiliser frequencies. Alors on va y aller, on va sortir les mesures de variation et de la forme de cette distribution en cliquant sur le menu analyse, stat descriptive et fréquence. Ensuite, on va faire passer la variable loyer sous variable et aller chercher les statistiques d'intérêt en cliquant sur statistiques. Alors, on va quand même sortir la moyenne puisque la variance et l'écart type s'interprètent en référence à la moyenne. Pour ce qui est de la médiane, on peut en avoir une idée en obtenant les quartiles, précisément le quartile 2. Voilà où nous sortons les mesures de dispersion ou de variation. Donc l'écart type, la variance, le score minimal maximal permet de donner la plage. Plage, c'est étendue, tout simplement. Et les indices d'asymétrie, kurtosis, pour mesurer la forme d'une distribution. Et voilà les statistiques qu'il faut cocher pour obtenir les résultats. On va cliquer sur OK. Et décocher, afficher les tables de fréquence, ce n'est vraiment pas utile, puisqu'ici la variable est quantitative. On ne veut pas se retrouver avec un long tableau. Alors on va décocher. Il me semble que c'est tout. On va juste valider de façon à voir apparaître ces résultats. Alors, comment interpréter les résultats ici? Commençons par interpréter la moyenne que vous connaissez déjà. En moyenne, les étudiants de ce cours défraient un coût mensuel du loyer de 321 $. La variance, les scores en termes de coût mensuel défrayés par les étudiants de ce cours divergent de 26 439 $ au carré, ce qui n'est pas très intuitif comme interprétation puisque la variance est exprimée sur une puissance 2. Il faut trouver une façon de la ramener sur une base 1, autrement dit une base égale à celle de l'échelle des scores originaux. C'est le sens de l'écart type ici qui est de 162,60. Donc l'écart type n'est rien d'autre que la racine carrée de la variance. Alors comment interpréter l'écart type? Alors on peut l'interpréter au moins de trois façons, étant entendu qu'il s'interprète en référence à la moyenne. Environ
2 tiers ou 108% des étudiants défraient un coût mensuel du loyer situé à 321 dollars plus ou moins 162,6. Première façon. Deuxième façon, eh bien, on peut prendre la moyenne plus l'écart type, la moyenne moins l'écart type, de façon à interpréter du genre environ 108% des étudiants défraient un coût mensuel du loyer situé entre 158 et 484 dollars. Et finalement, si on devait prendre un étudiant au hasard, il y a 108% de chances que son coût mensuel du loyer se situe entre 158 et 484, ou si vous voulez, à 321 plus ou moins 162,6 dollars. Voilà comment interpréter l'écart type. Alors, le coefficient d'asymétrie, on l'a ici, il est de 1,29. Le signe étant positif, nous sommes en présence d'une asymétrie positive. Erreur standard d'asymétrie, en fait, réfère à une statistique appelée erreur type. Un concept que nous aborderons dans la leçon 7 lorsque nous nous intéresserons à l'inférence statistique. Retenez tout simplement que l'erreur standard d'asymétrie permet de savoir jusqu'à quel point une distribution est vraiment asymétrique. Mais en attendant d'aborder l'erreur type, on va s'intéresser seulement à l'interprétation du coefficient d'asymétrie que nous avons fini de faire d'ailleurs. Alors, pour le kurtosis ou la kurtose, elle mesure précisément le degré d'aplatissement d'une distribution. Ici, le coefficient de kurtose étant positif, nous sommes en présence d'une distribution leptokurtique. Alors, même chose ici, vous avez l'erreur type de la kurtose que nous aborderons dans la leçon 7. Là aussi, cette statistique permet de savoir jusqu'à quel point une distribution présente une kurtose trop élevée. Alors, plage, en fait, c'est l'étendue. Autrement dit, la différence entre le coût mensuel maximal et le coût mensuel minimal ici est de 1092 dollars. Étant entendu que le minimum c'est 0, le maximum 1092, et bien la différence va donner 1092. Étant entendu que dépendamment des versions des logiciels, on a plage ou étendue ou intervalle. Alors vous avez ici les percentiles ou quartiles. Donc le centile 25 ou quartile 1 s'interprète ainsi: au moins 25% des étudiants défraient un coût mensuel du loyer de 207 dollars ou moins. Eh bien, le centile 50 ou quartile 2 eh bien, réfère à la médiane. Au moins 50% des étudiants de cette classe défraient un coût mensuel du loyer de 280 dollars ou moins. Le centile 75 ou quartile 3, au moins 75% des étudiants défraient un coût mensuel du loyer de 400 dollars ou moins. Voilà comment interpréter les sorties de ce tableau. Étant entendu que, connaissant la moyenne et l'écart type, on peut effectivement calculer ce qu'on appelle le coefficient de variation. Donc on prend l'écart type 162,6 divisé par la moyenne qui est précisément de 220,9. On obtient 0,57 multiplié par 100, 50,7. Ce qu'on appelle le coefficient de variation. Clairement ici, le coefficient de variation dépasse largement le seuil 15%, et par conséquent, nous sommes en présence d'une distribution très hétérogène. Étant entendu que le seuil de 15%, c'est juste à titre indicatif, c'est un peu conventionnel, mais dépendamment des chercheurs qui l'utilisent, dépendamment des domaines, dépendamment de la nature des phénomènes étudiés, eh bien, ce seuil peut être revu à la hausse ou à la baisse. Mais en l'absence de toute référence théorique, on peut s'en référer, en tout cas dans le cadre de ce cours. Somme toute, nous sommes en présence d'une distribution qui est très hétérogène. Une autre procédure pour sortir les mesures de variation et de forme de distribution consiste à utiliser descriptive. Alors c'est un peu nouveau pour nous, on va y aller. On va cliquer sur le menu analyse, statistiques descriptives et descriptive, et s'intéresser toujours à la variable loyer. Donc on l'a ici loyer, on va la faire passer cette variable sous variable.
Ensuite, on va cliquer sur Options de façon à spécifier les mesures de variation ainsi que de forme. Alors on a la moyenne, l'écart minimum maximum, la plage ou étendue, la variance, kurtosis, asymétrie. Alors on se rend compte que la procédure descriptive est un peu limitée comparativement à la procédure fréquence, puisqu'ici on ne retrouve pas certaines statistiques comme les quartiles. Mais certainement on va avoir des résultats comparables. Pour ce faire, on va cliquer sur poursuivre. Et surtout, ce qui est intéressant avec cette procédure descriptive, c'est qu'on peut sortir automatiquement les scores standardisés Z de la variable loyer. Autrement dit, SPSS va automatiquement comparer chaque score par rapport à la moyenne de loyer et relativiser l'écart par l'écart type et nous créer automatiquement les scores Z. Alors, il faut cocher, enregistrer des valeurs standardisées dans des variables. Alors, on va valider de façon à voir apparaître cette sortie. En l'occurrence, vous avez la plage, autrement dit l'étendue, le minimum, le maximum, la moyenne, l'écart type, la variance, les coefficients d'asymétrie et de kurtose. Alors les résultats sont les mêmes certainement, sauf qu'ici le tableau est présenté dans le sens horizontal. Alors on va vérifier si la variable standardisée a été créée par SPSS. Pour ce faire, on va revenir à la base de données et cliquer sur l'affichage des variables. Alors, on voit apparaître en dernière position la variable Z de loyer. Donc, Z étant score standardisé. Alors, vérifions la distribution de cette variable et surtout que la moyenne de cette variable sera égale à 0 et son écart type 1. Alors, on va y aller en cliquant sur le menu analyse. On va sortir les stats descriptives. Ensuite, stats descriptives, on peut y aller directement avec stats descriptives ou fréquence. On a le choix entre les deux. Alors, fréquence par exemple. Alors, on va réinitialiser tout ça et s'intéresser à la variable standardisée loyer. Spécifier les statistiques. On veut minimum, maximum, l'écart type, la moyenne. On poursuit. Alors, on n'a pas besoin d'afficher les fréquences. Ok, alors on voit apparaître effectivement ce résultat. Clairement, la moyenne est de 0, l'écart type 1. Et bien c'est ainsi que cela doit être lorsqu'on a fini de standardiser des scores XI en score Z. Donc ici, SPSS nous standardise automatiquement la variable loyer. Autrement dit, variable dont les scores sont transformés en score Z. Mais voilà pour ce qui est de l'intérêt à utiliser la procédure descriptive. Il est possible de représenter graphiquement une distribution à l'aide de l'histogramme et ce tout en créant automatiquement des classes qui s'ajustent à la façon dont les scores d'une distribution sont distribués. Alors on va y aller, on va sortir l'histogramme en cliquant sur le menu analyse, stats descriptive, fréquence. Alors on s'intéresse à la variable loyer. On va revenir à loyer. Statistiques. Alors ici on voit surtout juste le graphique pour le moment. Et cliquer sur graphique. Ensuite histogramme et afficher la courbe gaussienne. Autrement dit la courbe normale gaussienne comme Gauss du nom de l'inventeur de la courbe normale. Alors on va poursuivre et cliquer sur OK de façon à voir apparaître automatiquement ce magnifique histogramme construit sur la base de regroupement des valeurs en classe. En fait, SPSS va automatiquement créer des classes en fonction de la façon dont les scores sont distribués. Autrement dit, tenant compte de l'amplitude des scores. Alors, comment interpréter cet histogramme? Au moins 3 éléments d'analyse. Alors, premier élément d'analyse, on voit ici que la plupart des scores tournent autour de 20. Et donc, en majorité, les étudiants défraient un coût mensuel du loyer autour de $200. Premier élément. Deuxième élément, on voit bien ici que la distribution est plutôt asymétrique positivement. Et donc ça confirme
l'interprétation du coefficient d'asymétrie, à l'effet ici qu'on a des étudiants qui ont des scores élevés en termes de coût mensuel du loyer, deuxième élément. Troisième élément, on voit ici que la distribution est plutôt leptocurtique, en tout cas pas mésocurtique, mais plutôt leptocurtique. Et finalement, il semble y avoir des cas déviants, autrement dit des cas qui ont des scores élevés en termes de coût mensuel du loyer. Pour mieux observer la présence de ces cas déviants, le graphique le plus approprié est certainement le diagramme en boîte et à moustache. Alors sortons-le en cliquant sur le menu graphique, boîte de dialogue ancienne version, et ici on a boîte à moustache. Alors on va laisser à simple, cliquez sur récapitulatif pour variable distincte, la variable étant quantitative ici, on définit et on fait passer la variable loyer sous les cases représente et étiqueter les observations par la variable d'identification ID. Mais ça va être tout, on clique sur OK de façon à voir apparaître le diagramme en boîte et à moustache. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce diagramme en boîte et à moustache, non seulement on a une idée sur la tendance centrale qui est la médiane, donc qui se situe au centre de la boîte, mais aussi et surtout on a une idée de l'intervalle interquartile. Donc l'intervalle interquartile est représenté ici par la boîte dans le sens vertical, étant entendu qu'au niveau de la bordure inférieure c'est le quartile 1, la bordure supérieure le quartile 3. Et bien la médiane va correspondre tout simplement à la ligne qui se situe à l'intérieur de cette boîte. Mais l'intérêt le plus remarquable du diagramme en boîte et à moustache, c'est de détecter la présence de cas déviants. Alors voilà les différents cas déviants qu'on a. Donc les cas avec le symbole rond sont des cas déviants, ou si vous voulez des cas moyennement déviants. En revanche, les cas avec le symbole astérix sont des cas extrêmement déviants. Alors, se pose alors la question de savoir comment SPSS s'y prend-il pour considérer tel cas comme relevant de cas déviants. Nous avons ici le signe rond qui effectivement signifie les cas déviants ou moyennement déviants. En fait, chaque fois qu'un score individuel se situe à 1.5 intervalle interquartile au-dessus du quartile 3 ou bien en dessous du quartile 1, le logiciel va considérer ce cas comme étant un cas déviant. De même, vous avez ce signe astérix qui réfère au cas extrêmement déviant, et chaque fois qu'un cas se situe à 3 intervalles interquartiles au-dessus du quartile 3 ou en dessous du quartile 1, selon que les scores extrêmes sont élevés ou faibles, eh bien SPSS nous considère ce cas comme étant un cas extrêmement déviant. Cette formule est appelée règle de Turkey qui repose, on le voit bien, sur l'intervalle interquartile. Seulement revenons à notre problème. Nous savons que l'intervalle interquartile se situe environ entre 400 et 200. Donc prenons 400 moins 200, on obtient 200. Donc 200 symbolise l'intervalle interquartile. Prenons 1.5 multiplié par l'intervalle interquartile, soit 200, eh bien on obtient 300. Eh bien 300 au-dessus du quartile 3, donc on l'a où? Donc le quartile 3 on l'a ici, au niveau de 400. Donc 300 au-dessus de 400 c'est 700. Alors 700 on l'a ici, et puis justement on voit bien qu'à partir de 700 $, on a les valeurs rondes qui signifient les cas déviants. Et bien justement SPSS va commencer à exclure les cas déviants à partir de la valeur 700 environ. Une décision basée tout simplement sur l'intervalle interquartile fois 1.5. De même, prenons l'intervalle interquartile 200 multiplié par 3, on obtient 600.
Donc 600 au-dessus du quartile 3, alors on l'a où? Le quartile 3, on l'a 400, au niveau de 400. 600 au-dessus de 400, c'est 1000. Eh bien, on voit bien, effectivement, c'est à partir de 1000 que le logiciel SPSS nous détecte les cas extrêmement déviants. Voilà comment le logiciel détecte des cas comme étant des cas moyennement déviants ou extrêmement déviants. C'est qu'effectivement, la logique repose sur la formule de Tukey que vous avez devant vous. Dans le labo précédent, nous avions appris à sélectionner des observations de façon à faire reposer l'analyse sur un groupe en particulier. Précisément, nous avions sorti les mesures de tendance centrale de la variable loyer, mais seulement chez les femmes. Eh bien, il est possible d'un seul coup de sortir des statistiques autant chez les femmes que chez les hommes en utilisant ce qu'on appelle la fonction scinder en fichier. Alors on va y aller, on va sortir le coût de loyer autant chez les hommes que chez les femmes. Et donc on va scinder l'échantillon en autant de groupes de la variable sexe. Alors on va y aller en cliquant sur données. Ensuite au bas vous avez scinder en fichier, on va y aller. Alors cliquez sur comparer les groupes. Étant entendu qu'on aurait pu cliquer sur organiser la sortie par groupe, mais comme on veut obtenir une sortie compacte, on va plutôt privilégier comparer les groupes et aller chercher la variable sexe, la placer sous critère de regroupement. Et donc toutes les analyses qu'on aura sorties vont porter sur les hommes et les femmes, et donc vont comparer les hommes et les femmes. Et bien ça va être tout. On va cliquer sur OK de façon à voir apparaître que le logiciel s'est exécuté. Et bien maintenant, on peut aller sortir les statistiques descriptives de cette variable. Alors on va cliquer sur le menu analyse, stats descriptive, on peut y aller avec fréquence. S'intéresser toujours à la variable loyer, on va aller chercher les stats, la moyenne, l'écart type, plage, asymétrie, kurtosis, et ça va être tout. Il me semble que c'est suffisant. OK. Et on valide, de façon à voir apparaître les statistiques autant chez les femmes que chez les hommes. Précisément, les femmes défraient en moyenne un coût mensuel du loyer de 325,6 $, comparativement aux hommes qui consacrent au loyer seulement 311,4 $. Et donc clairement, les femmes dépensent plus que les hommes pour ce qui est du coût du loyer. Il reste maintenant à savoir, est-ce que la différence entre hommes et femmes est statistiquement significative? C'est l'objet des statistiques inférentielles auxquelles je vais vous introduire dans la leçon 7. Mais en attendant, on a une idée assez descriptive de la différence entre hommes et femmes pour ce qui est du coût de loyer dans les données de l'échantillon. Étant entendu qu'ici, vous avez les deux graphiques en termes d'histogramme. Les deux graphiques sont assez comparables, mais il semble que l'asymétrie positive soit un peu plus prononcée du côté des femmes que du côté des hommes, mais aussi on a l'impression qu'ici c'est un peu plus leptokurtique qu'au niveau des hommes. Eh bien on peut le vérifier pour en avoir le cœur net en observant les coefficients d'asymétrie. Alors les hommes, le coefficient d'asymétrie est de 1,12. Pour les femmes, c'est plutôt 1,33. Eh bien, ça confirme notre intuition. Pour le kurtosis, on a 2,25 pour les femmes et les hommes plutôt 2,0. Également, notre intuition est confirmée. Mais voilà l'intérêt de la fonction scinder, c'est qu'elle permet de comparer des groupes eu égard à une variable quantitative, en particulier en utilisant les mesures de tendance centrale et de variation, étant entendu qu'il ne faut pas oublier de reprendre le contrôle et de revenir à la base de données initiale. Autrement, toutes les analyses qu'on aura effectuées vont comparer hommes et femmes. Alors on va retourner sur le menu données, ensuite scinder un fichier et cliquer analyser toutes les observations. Ne pas créer de groupe. Alors, on va analyser toutes les observations. OK. Et le logiciel s'est exécuté. Autrement dit, la base de données n'est plus scindée en autant de groupes de la variable sexe
Voilà pour ce qui est des mesures de variation et de forme d'une distribution. Est entendu qu'ici, vous avez des exercices d'application pour consolider vos acquis. Ça va être tout pour le labo d'aujourd'hui.